Vous êtes en compagnie de Radio Taïwan International et tout de suite, Jean-Yves Heurtebise vous présente son émission Géopolitique en Asie. Chers auditeurs de Radio Taïwan International, bonjour pour ce deuxième épisode de notre podcast sur la visite du président Emmanuel Macron en Chine. Nous allons donc continuer et conclure le podcast que nous avons ouvert la semaine dernière en essayant cette fois-ci de traduire un peu, de mettre en mots les différents problèmes potentiels qui sont liés à ce type de rencontre, à ce type de projection de puissance, d'une puissance européenne en Chine. Alors, la première chose que je voudrais dire, c'est que en fait, il est un peu souvent facile en termes de commentaires, surtout étant donné que le président Emmanuel Macron aujourd'hui a une cote de popularité plutôt basse, et il est toujours facile de critiquer en disant voilà, c'est que ces rencontres ne servent à rien, le président Emmanuel Macron ne peut rien obtenir de la Chine, la France est une puissance en déclin, etc. C'est pas vraiment ici mon optique. L'idée, c'est plutôt de dire qu'on est dans une situation qui est extrêmement complexe, et on a en fait des conditions structurelles de la relation qui font que la marge de manœuvre de la France, et donc du président qui la représente, quel qu'il soit, est assez étroite. C'est-à-dire que donc on a certaines attentes, même si on n'avait pas des attentes mesurées, on peut être déçu que les résultats de ces attentes soient encore moindres que les attentes qu'on avait. On a expliqué ça un peu la dernière fois, mais je pense que il y a aussi quelque chose à prendre en compte, c'est que même si évidemment c'est toujours nécessaire de peut-être de se rendre en Chine, mais on est quand même sur des axes de développement extrêmement différents en termes étant économiques que géopolitiques. Alors on va pas dire qu'il y a un dialogue de sourds, mais en tout cas il y a une forme de conversation qui est en fait un dialogue extrêmement complexe à maintenir, extrêmement médiatisé. Donc la France va en Chine pour rééquilibrer son déséquilibre commercial qui a plus que doublé en 10 ans. On sait que c'est ça la priorité, c'est ça le problème. C'est-à-dire, il y a 20 milliards de déficit en 2014, 47 milliards en 2024. Ça a plus que doublé le déséquilibre commercial avec la Chine. Et on sait que c'est à la fois cause et conséquence, à la fois d'une désindustrialisation de la France et d'une hyper-industrialisation de la Chine. C'est-à-dire que la Chine, en fait, s'est transformée en une machine à exportation, avec une forme on va dire, d'économie de la consommation qui existe, mais qui n'est pas son principal effort structurant, notamment en termes d'emploi, et c'est extrêmement important, l'employabilité. Quand on est un pays d'1 milliard 300 millions de personnes, 400 millions de personnes, donc on a fait un podcast sur la démographie, j'y renvoie. Donc là, il y a quelque chose qui est évidemment un déséquilibre qui est en fait structurel des deux côtés. C'est-à-dire que d'un côté, on sait que la France, l'Europe, s'est désindustrialisée en misant sur les services, en misant sur la consommation, en misant sur en fait le pouvoir d'achat. C'est-à-dire que la désindustrialisation a été liée à une perte du pouvoir d'achat, a été liée à une perte d'emploi qui elle-même pensait pouvoir être compensée par une amélioration du pouvoir d'achat. C'est-à-dire que les choses qu'on pouvait produire très cher en France, on les produit moins cher en Chine, on perd en employabilité, mais c'est pas grave parce qu'il y a une nouvelle économie qui va arriver, l'économie des services, et on va gagner en retour en pouvoir d'achat parce que les produits qui vont venir de Chine, du fait des conditions salariales, du fait des conditions environnementales, vont être moins chers. Voilà. Ça, c'était un peu l'idée. C'était un peu l'idée de la relation avec la Chine, on va dire pendant 20-30 ans. Et on voit que tout ça en fait ne marche plus. Et c'est ça, c'est la question structurelle. C'est-à-dire que aujourd'hui, ce dont on s'aperçoit, que on peut pas simplement faire un transfert d'un type d'économie à un autre. On peut pas faire transfert d'une industrie au service en maintenant le même type
de relations, à la fois de relations sociales, de relations économiques. Pourquoi ? Parce que l'industrie, c'est pas simplement des emplois. L'industrie, c'est aussi, comme on dit aujourd'hui, c'est aussi en fait des questions de sécurité nationale. Par exemple, la production de médicaments. La production de médicaments, il faut des usines, il faut de la chimie, il faut des chaînes de travail. Évidemment, encore plus, je parle pas de l'automobile, de tout ce qui est, et même les industries qui semblaient être spécifiquement européennes et qui semblaient pouvoir être fondées pour être créées simplement par des Européens. Donc, par exemple, comme l'aviation, à travers des différents plans de collaboration avec la Chine, ça a été quelque chose qui maintenant, la Chine est capable d'assembler à travers des pièces qui viennent de différents pays dans le monde, d'assembler leur propre avion. Donc, le problème ici, ce qu'on a perdu, c'est en fait une souveraineté. Ça c'est évidemment quelque chose qui revient souvent, c'est ce problème de souveraineté. La désindustrialisation ne fait pas un jeu égal avec la reservicisation. Le fait de désindustrialisation n'est pas compensé par une augmentation du secteur des services parce que elle induit aussi une perte de souveraineté dans l'accès à certaines ressources, certains matériels qui sont fondamentaux. Et ici, il y a un deuxième aspect qui vient s'ajouter à ça, c'est qu'on a pensé pendant longtemps que s'il y avait des interdépendances économiques, ça créerait des interdépendances géopolitiques. C'est-à-dire qu'il y a eu tout un discours où s'il y a des interdépendances économiques, c'est-à-dire que si la Chine dépend, on dépend de la Chine pour certaines choses et la Chine dépend de nous pour certaines choses, eh bien finalement ça va créer un jeu d'égal à égal, ça va créer des relations pacifiques et donc plus il y a de globalisation, plus il y a d'interdépendance, plus il y a d'externalisation des chaînes de valeur, plus les chaînes de valeur sont multipliées dans différents pays, plus en fait, à travers ça, on va arriver à un monde qui serait plus harmonieux à cause des chaînes d'interdépendance. En réalité, ce qu'on voit, ce que l'exemple de la Chine montre, c'est que ces chaînes d'interdépendance, en fait, elles sont purement asymétriques. Plus encore, l'interdépendance, en fait, peut se retourner en une forme de dépendance. Et c'est là où on en est, en fait, aujourd'hui. C'est comment, en fait, toute cette désindustrialisation appuyée sur un double discours, montée des services et pouvoir d'achat d'un côté et de l'autre, interdépendance géopolitique, est en fait complètement remise en cause par l'évolution à la fois économique et géopolitique du monde. Donc c'est ça la limite du dialogue aujourd'hui avec la Chine. Donc pour revenir aux déséquilibres commerciaux, donc ce déséquilibre commercial, on sait qu'il est dû en Chine au fait notamment que l'État finance certains secteurs clés. Et en même temps aussi qu'il y a une concurrence acharnée en Chine, par exemple entre constructeurs automobiles. Donc la France dit oui, il y a un déficit commercial parce qu'on doit subir vos surcapacités. La Chine dit non, on n'a pas de surcapacité, c'est les Français qui ne travaillent pas assez, c'est les Français, ils ont qu'à travailler plus, ils ont qu'à faire de meilleurs produits, et les Français aussi achèteront en français. Et la France réplique oui, mais pendant longtemps, ces technologies, ça a été des transferts qu'on a fait vers la Chine. Et aussi des joint ventures qu'on a fait, et les joint ventures franco-chinoises, elles étaient basées sur un transfert de technologie. Aujourd'hui, on voudrait la même chose. Donc, mais le problème, c'est que la Chine c'est beaucoup plus difficile pour obtenir de la Chine quelque chose que ça a été difficile pour la Chine d'obtenir quelque chose de nous. Donc ça c'est évidemment un premier point. Le deuxième point, il est évidemment géopolitique. C'est-à-dire que donc la France va en Chine pour rééquilibrer ses déséquilibres commerciaux, mais on voit pas trop comment ça marche. Pourquoi ? Parce que la France n'a pas vraiment à offrir quelque chose à la Chine dont la Chine pourra avoir besoin en quantité équivalente à ce dont on nous besoin de la Chine. Deuxièmement, la France, elle va aussi en Chine pour parler de la guerre en Ukraine, pour essayer de faire passer des messages à Poutine. Mais en réalité, là aussi, ça porte complètement à faux. Et on sait très bien que depuis janvier 2022, il y a cette histoire d'amitié sans limite entre la Chine et la Russie. Et on sait très bien aussi qu'aujourd'hui, la Chine, à travers notamment la production de drones, etc., aide la Russie à attaquer l'Ukraine. Et on sait que la Chine n'a pas d'intérêt en fait à ce que la Russie fasse de la guerre en Ukraine. Pourquoi ? Parce que tant qu'il y a cette guerre en Ukraine, l'Europe est faible, l'Europe est occupée, l'Europe n'a pas la capacité de résister.
Mais imaginons à l'inverse, si la Russie s'effondre, si l'Ukraine d'une certaine manière gagne, ou en tout cas ne perd pas, ou en tout cas a des conditions acceptables de faire la paix, cela pourra entraîner une crise russe et ce qui pourrait désavantager fortement la Russie. Donc, les deux raisons principales pour lesquelles on va en Chine, rétablir le déséquilibre, équilibrer le déséquilibre commercial et influer sur la vision chinoise de la guerre en Ukraine, ces deux possibilités, en fait, elles sont presque, avant même qu'on discute, elles sont déjà en fait impossibles à atteindre. Et ce qui est aussi de plus en plus aussi problématique dans ces visites présidentielles en Chine, c'est que il faut se rappeler qu'il y a 10 ans, il y a 20 ans, à chaque fois qu'un président français allait en Chine, il voulait parler des droits de l'homme. Et il y a toujours à en parler des droits de l'homme dans la situation avec le Chine, avec le Xinjiang, avec le Tibet, avec Hong Kong, avec la situation des catholiques en Chine. Il y a toujours des choses, mais aujourd'hui, cette question des droits de l'homme, elle a presque complètement disparu, en fait, de ce dialogue entre la France et la Chine. C'est-à-dire il y a une telle déséquilibre, une telle asymétrie, qu'en fait, avant aussi, la notion de droits de l'homme, la notion politique, la notion de droits humains pouvait, en fait, avoir un poids dans la balance dans les échanges. Mais aujourd'hui, en fait, la Chine n'a même plus peur, en fait, de se faire reprocher des choses au niveau des droits de l'homme. Elle va juste répondre que c'est faux. Elle va juste répondre que non, la Chine est présente à l'ONU, la Chine est présente dans les commissions des droits de l'homme à l'ONU, on peut pas lui reprocher ça ou ça, sur le Xinjiang c'est faux, etc. Donc elle va être aussi capable, notamment à travers ses relais aussi en France, de produire des contre-discours. Donc la France n'a pas non plus ce troisième élément qui avant servait de contrepoids dans la relation avec la Chine, c'est-à-dire tout ce discours sur les droits de l'homme, les droits humains. Donc, en fait, c'est difficile de reprocher au président Emmanuel Macron de rien ou de pas avoir obtenu grand-chose de sa visite en Chine. Structurellement, au niveau économique, au niveau géopolitique, au niveau des droits, c'était extrêmement difficile à obtenir. Et en réalité, on va dire quelque chose en fait inverse. On va dire qu'en fait, d'une certaine manière, ce qui est valable dans ce discours, c'est justement parce que en fait c'est pas ce qu'il a obtenu, c'est pas ce dont il a parlé, mais c'est dont ils n'ont pas parlé. C'est-à-dire que justement le fait que de pas avoir parlé de Taïwan, le fait que Taïwan ne rentre pas dans la discussion, c'est en fait assez positif parce qu'évidemment que la Chine pourrait donner beaucoup à la France ou à l'Europe si elle cédait sur un point qui serait essentiel, c'est-à-dire laissez-moi Taïwan, laissez-moi tous les mers du Sud et après on en reparle. Et donc, c'est pour ça que tant que la Chine, en fait, n'obtient pas ça, c'est pas sûr, en fait, qu'elle soit vraiment dans l'idée de céder sur autre chose. Et c'est ça aussi la grande différence. C'est-à-dire qu'alors que les Européens veulent séparer l'économique du géopolitique, la Chine ne les sépare pas, elle ne les sépare jamais. Donc, en fait, c'est pour toutes ces raisons, aujourd'hui, ce type de relation, ce type de visite, s'il se fait à l'échelle nationale, c'est difficile. Il doit se faire à l'échelle européenne, mais pour ça, il faut une unité qui n'existe pas véritablement encore entre les 27. C'était Jean-Yves Heurtebise dans son émission Géopolitique en Asie pour RTI.